Tu prendras la main aujourd'hui. Merci. Donc, Synapse, en fait, on est dans une série de webinaires qu'on a démarré il y a à peu près 6 mois. On a commencé par évoquer la relation avec les banquiers. Donc, c'est Bertha qui a opéré sur cette séance-là. On a ensuite traité de l'engagement collaborateur. Donc là, vous vous doutez que Cécile a pris le relais sur ce sujet. J'ai moi-même animé une matinale sur la capitalisation des connaissances en entreprise. Et aujourd'hui, Julie vous parle de la gestion des KPI dans l'entreprise. Alors, c'est un sujet qui fourmille sur LinkedIn. Voilà, on en entend beaucoup parler. Nous qui intervenons dans les PME, on voit de tout. C'est-à-dire qu'on voit des entreprises qui n'ont rien, on voit des entreprises qui en ont des classeurs remplis, on voit des entreprises qui en ont et qui les utilisent, d'autres qui performent quand même, il y en a quelques-unes. Voilà, donc l'idée, c'était d'organiser cette matinale pour essayer de discuter un petit peu de ces sujets, à quel moment créer un indicateur, comment l'utiliser, etc., etc. Voilà, Julie, je n'en dis pas plus pour ne pas te couper dans ta présentation. Voilà, je te laisse la main si tu le souhaites. Merci Stéphane. Alors, à mon tour de me présenter brièvement. Julie Ferté, moi j'ai un passé de contrôleur de gestion, de directrice financière dans des grands groupes industriels internationaux. J'ai ensuite fait un grand 180 degrés puisque je suis partie dans une petite PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes où j'ai créé la fonction de DAF et je l'ai tenue pendant 3 ans. Et je travaille aujourd'hui à mon compte auprès de PME et éventuellement de TI. J'exerce en tant que DAF à temps partagé, c'est-à-dire je travaille pour les sociétés qui n'ont pas les moyens ou les besoins d'un DAF à temps complet. Je travaille en management de transition et également en consultante. Ça m'arrive d'accompagner des DAF qui n'ont pas l'expérience que je peux avoir donc je les aide à travailler sur l'organisation de leur équipe, sur leurs outils, sur leurs processus. Voilà. Aujourd'hui, donc, nous allons parler des KPIs. Donc, c'est un terme qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, tout d'abord, on va démystifier. Un KPI, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un indicateur clé de performance, Key Performance Indicator en bon anglais. Et je vais démarrer avec cette magnifique citation de Bertha. Si tu peux revenir dessus, Bertha, merci, que j'ai trouvé extraordinaire. On suit déjà 15 indicateurs, mais je ne sais toujours pas si mon entreprise va dans la bonne direction. Je ne sais pas si c'est une question qui vous parle, si ça fait écho. Ça vous ramène à des situations que vous avez déjà vues pour votre entreprise, en tant que salarié, en tant que… Merci, William. Bon, en général, c'est quand même quelque chose qui parle à beaucoup de monde, effectivement. En général, on a peur d'en avoir pas assez, on ne sait pas forcément quoi en faire, on ne sait pas forcément comment les produire. Et donc, l'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous aider à vous y retrouver un peu plus dans la jungle des KPIs et de mettre en place un système qui soit adapté à vos besoins ou aux besoins de votre entreprise et de vos clients et qui vous aide à surfer sur vos KPI et à en faire bon usage. Alors, si on passe slide suivante, merci Bertha. Donc, quelle est la problématique exactement? C'est que des KPI, il y en a partout. On voit des tableaux de bord absolument partout, on est toujours en train de rajouter des indicateurs, on demande toujours plus de reporting. En face, qu'est-ce qu'on constate? On empile des chiffres, littéralement. On a des réunions qui s'allongent parce que on voit passer des KPI, des KPI, des KPI, et puis il faut demander d'autres KPI, il faut réfléchir à ce qu'on n'a pas encore comme KPI, il faut en demander. Je parle des organisations qui ne sont pas forcément organisées de manière optimale à ce niveau-là. Mais on ne voit pas forcément des décisions plus rapides, plus inspirées, voire fermes en face. Donc la question, c'est pourquoi autant d'indicateurs et si peu de pilotage réel? Julie, si tu veux que je rajoute un truc, ce que je dirais, c'est que tout l'effort est produit pour mettre à jour l'indicateur et en fait, tout s'arrête à ce moment-là, alors que c'est le moment où ça devrait devenir intéressant. Alors, c'est quelque chose sur lequel on va revenir plusieurs fois, donc je te remercie déjà de l'aborder, Stéphane, comme ça, tu cadres bien l'un des grands problèmes parce que c'est… Voilà. En fait, moi, j'ai été formée dans les grands groupes à ce qu'on appelle l'amélioration continue de la qualité, que certains d'entre vous connaissent déjà. Et s'il y a bien une chose dont on a horreur en amélioration continue de la qualité, c'est de faire des efforts pour rien. Et donc, je ne supporte pas ce gâchis de voir des gens, des salariés qui passent des heures, voire des journées à produire des KPI qu'on va éventuellement regarder et
qu'on va laisser là sur l'étagère sans rien faire en quelque sorte. Et on parlait de l'engagement des collaborateurs avec Cécile, c'est souvent un facteur de désengagement, ces KPI qui ne servent à rien. Je donnerai un peu plus d'exemples plus tard. Alors, on va déjà requalifier ce qu'est un KPI. Il y a des métriques, il y a des KPI. Une métrique, pardon, c'est une donnée mesurable. Par exemple, le nombre de visiteurs sur un site Internet, le chiffre d'affaires, le nombre de factures émises. Un KPI, lui, c'est une métrique qui est choisie stratégiquement parce qu'elle reflète la performance par rapport à un objectif précis. Donc, tous les KPI sont des métriques, même si tous les métriques ne sont pas des KPI. La clé, c'est quoi? C'est l'objectif. Un KPI sans objectif, c'est juste un chiffre. Donc, j'ai repris des exemples de Bertha là aussi pour illustrer le propos. Si vous regardez un nombre de factures émises, vous avez un métrique, vous n'avez pas un KPI. Parce que ce qui va être beaucoup plus intéressant, ça va être le délai moyen d'encaissement client, ou Days of Sales Outstanding en anglais, c'est-à-dire le nombre de jours entre le moment où vous émettez votre facture et le moment où vous encaissez le client. Et on est bien d'accord que le fin du fin, c'est d'avoir l'argent sur votre compte en banque. Un chiffre d'affaires seul, c'est une métrique. Par contre, si vous déclinez ça en marge par chantier ou par produit, là, vous avez un KPI. Parce que ce chiffre d'affaires, décliné en marge, c'est votre capacité à générer du résultat qui va vous permettre d'absorber vos charges fixes et de faire vivre votre entreprise. Est-ce que je suis assez claire pour le moment? Oui, parfait. Ok, merci. N'hésitez pas à tout moment à lever la main si vous avez une question à poser. On peut passer à la slide suivante. Alors, premièrement, quelles sont les conditions d'un bon KPI? Il y en a 5. Premièrement, il faut qu'un KPI soit lié à un objectif. Quelle décision ce KPI va m'aider à prendre? Voilà. Toujours pareil, à quoi il doit servir? Si vous n'avez pas d'objectif, vous pouvez raisonnablement le laisser dans le tiroir pour le moment, revenez éventuellement dessus dans quelques temps, mais perdez pas de temps en tout cas à ce stade. Un KPI doit être mesurable et fiable. La donnée doit être disponible, accessible, incontestable. Je vous parlais des marges juste dans le slide d'avant. J'ai un client, une fois, qui, le premier jour, m'a annoncé tranquillement que sa marge comptable était fausse. Donc, il avait décrété que toute la comptabilité était fausse. Il refusait de regarder la comptabilité. Voilà. Ça vous donne une idée du niveau de pilotage. Donc, derrière, ils avaient remis en place un nouveau compte de résultats qui n'était pas du tout lié à la comptabilité, qui demandait un travail supplémentaire et dont la fiabilité, comment dire, laissait un petit peu à désirer. Un KPI doit également être actionnable, c'est-à-dire que si le chiffre évolue, vous devez pouvoir avoir une action, vous devez pouvoir lancer une action qui va vous permettre de corriger l'évolution attendue et l'impact attendu ultérieurement. Votre niveau de stock augmente dans une situation industrielle ou de distribution. Est-ce que c'est normal? Si ça ne l'est pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Un KPI doit avoir un propriétaire. Un propriétaire, c'est quelqu'un qui est désigné comme la personne qui va suivre, expliquer et rendre des comptes sur cet indicateur. Je reprends l'exemple des stocks. Si personne n'est désigné comme responsable du stock, enfin, tout au moins du KPI et des actions qu'on doit prendre, le stock peut varier dans un sens ou dans l'autre et on ne sait pas ce qui se passe. Pareil, cas déjà vu chez un client, le stock augmentait. Personne n'était responsable de ça. Et la seule consigne qu'avait la personne qui était opérationnellement responsable du niveau de stock, c'était pas de rupture d'approvisionnement. Donc, il n'y avait aucune rupture d'approvisionnement. Bon, le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte au moment où ils n'avaient plus d'argent non plus pour financer leurs opérations parce que tout leur argent était dans leur stock. Un petit peu gênant. Et enfin, la bonne fréquence. Ni trop souvent, ni trop rarement. Ce qui compte, c'est l'objectif visé. Typiquement, un chiffre d'affaires, on va le regarder de manière mensuelle. On peut le regarder de manière hebdomadaire aussi pour vérifier la prise de commande, le niveau d'expédition, de facturation. Mais on ne regarde pas un chiffre d'affaires 3 fois par jour. OK? Donc, quand vous estimez vos KPI, vos indicateurs, vous les évaluez, posez-vous ces 5 questions. S'il ne répond à aucun de ces critères, c'est probablement un métrique, ce n'est pas un KPI. Ça ne veut pas dire qu'il ne sert pas, mais vous l'enlevez de votre tableau de bord. D'accord? Très bien. Ensuite, produire des KPI, c'est bien. L'intérêt, c'est d'en faire un système pertinent et durable. Je vous parlais de la perte de temps passé à générer des KPI qui, en plus, n'aboutissent sur aucune décision. Rien de plus épouvantable que pour les équipes engagées
qui ont évidemment beaucoup trop de choses à faire pour que ça rentre dans leur journée de travail habituelle et qui ont l'impression de perdre du temps en faisant ça. Donc, comment on définit un système de KPI? Premièrement, il faut définir quels sont vos objectifs stratégiques. Pourquoi est-ce que vous voulez mesurer un KPI? À quoi ça sert? Si vous démarrez, ou vous redémarrez parce que vous décidez de repartir de zéro, commencez avec 1 ou 2 KPI uniquement. 1 ou 2 indicateurs bien pensés valent mieux qu'une douzaine d'indicateurs qui ne répondent pas à l'objectif. Pour chacun de ces indicateurs, reprenez quelle est la définition exacte. Comment est-ce qu'il est construit? Qu'est-ce qu'il mesure? À quelle fréquence il est produit? Et ainsi de suite. Désignez ensuite un propriétaire, la fameuse personne qui va le suivre, qui va l'analyser, anticiper et qui va suggérer des actions, voire les décider. Et enfin, mettez en place un rituel. Est-ce que c'est un indicateur qu'on revoit en réunion mensuelle, le chiffre d'affaires, le résultat, par rapport au budget, par rapport à l'an dernier, le niveau de stock, le niveau de la quantité, les quantités produites sur le mois par rapport aux objectifs. Ça peut être des revues hebdomadaires, ça peut même être des revues quotidiennes. Je pense que Stéphane, tu as souvent vu des exemples de revues quotidiennes au niveau d'un atelier, par exemple. Oui, je confirme. Hein? C'est le matin, le chef d'équipe ou le responsable d'atelier réunit à CN-1 et on discute, on fait le débrief sur la journée d'avant et on parle de ce qui doit être fait dans la journée. C'est un pilotage très fin, très opérationnel. Donc là, c'est pas aberrant d'avoir un rituel quotidien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un système de KPI, il ne va pas se construire en une seule réunion. C'est quelque chose sur lequel il va falloir accepter de prendre du temps, étape par étape. Un exemple à ce stade, que j'ai vu l'an dernier, c'est un client qui est en forte croissance. Et commercialement, leur culture, c'est d'aller chercher du nouveau client. Pour caricaturer, un commercial a signé un contrat, le contrat est lancé, s'exécute, le commercial passe aussitôt à un autre client. Et un jour, ils se sont dit, mais quand même, l'acquisition de nouveaux clients, c'est bien, on est bon, on sait faire ça, mais si on arrivait à fidéliser plus nos clients, est-ce qu'on ne s'économiserait pas? Est-ce qu'on n'arriverait pas à générer plus de chiffre d'affaires avec moins de ressources? Donc, ils ont décidé de mettre en place une équipe de fidélisation client. 2 personnes qui sont chargées de faire des points réguliers avec les clients et surtout de s'assurer à la fin d'un contrat que valider quel est le besoin réel du client, est-ce qu'on a atteint la satisfaction du client et est-ce qu'il est prêt à renouveler. Ce qui demande beaucoup moins d'efforts que d'avoir un commercial. C'est une clientèle d'indépendants, de TPE, de PME. Donc, vous avez des commerciaux qui sont sur la route toute la journée pour aller rencontrer leurs clients. Ce qui, évidemment, consomme beaucoup de temps. Donc, ils ont mis en place cette équipe et ils se sont dit, bon, super. Comment est-ce qu'on mesure l'efficacité? On va calculer le taux de renouvellement de nos contrats. Et ils m'ont appelé au bout de 4 mois parce qu'ils n'arrivaient toujours pas à se mettre d'accord sur ce qu'était ce taux de renouvellement de leur contrat. Il a fallu quand même presque 1h30 pour que j'arrive à comprendre que l'objectif, ce n'était pas l'intégralité des contrats qui étaient renouvelés, c'était de mesurer quel était le nombre de contrats renouvelés suite à une action de cette équipe de fidélisation client et quel était le chiffre d'affaires généré en fonction de ça. Voilà. À partir de ce moment-là, on a défini qui était responsable, comment on le calculait. Il a fallu un petit peu de manœuvre, mais parce qu'évidemment, c'était beaucoup plus compliqué à faire que de simplement prendre le taux de contrat renouvelé au global. Mais ils ont eu leur indicateur, plus aucune discussion, tout le CODIR est aligné là-dessus, le KPI est présenté tous les mois en CODIR et ils sont très contents de la performance d'ailleurs. Si on passe à la slide suivante. Bertha. Alors, une fois que vous avez mis en place un KPI, ce qui va être très, très important, c'est que votre travail ne s'arrête pas là. Il va ensuite falloir le faire vivre dans le temps. Donc, premièrement, on a parlé des rituels, ça, c'est non négociable. Que les revues soient hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, elles peuvent être courtes, mais elles doivent être centrées sur les écarts et les actions. Et il doit y avoir une revue. Si vous publiez des KPI et qu'il n'y a pas de revue, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas, qu'on ne les regarde pas et qu'on ne réfléchit pas à ce qu'ils signifient, où est-ce qu'on en est en termes d'écart, vos KPI ne servent quasiment plus à rien déjà. Vous devez avoir aussi une culture du « et alors ». Un KPI présenté doit être suivi d'une décision dès qu'il annonce un écart, une déviation, une non-atteinte d'un objectif. Donc, une action.
un chiffre sans action est une information morte. Vous devez revisiter vos KPI régulièrement. Chaque nouvelle période stratégique, donc ça va être une période budgétaire, ça va être une période d'investissement, ça va être un lancement d'un nouveau produit, ça va être une acquisition, peu importe ce qu'on peut imaginer comme période que vit l'entreprise. Vous devez reprendre vos KPI et vous demander s'ils sont encore adaptés à vos priorités, s'ils les reflètent, et sinon, comment les remplacer ou les faire évoluer. Et enfin, simplicité avant tout. Il vaut mieux un tableau de bord compris en 30 secondes, ou même en 1 minute, qu'un rapport de 15 pages que la plupart des gens ne vont pas prendre le temps de lire à fond. Donc, réfléchissez. Vous avez des indicateurs. Comment est-ce que vous les présentez? Est-ce qu'ils sont lisibles? Est-ce qu'ils sont facilement accessibles? Est-ce qu'on les comprend? Et surtout, est-ce qu'ils génèrent des conversations et des décisions? Si c'est juste un chiffre dans un tableau, économisez le temps de vos collaborateurs. Ils ont certainement autre chose à faire. Alors, on parle de prise de décision. Qu'est-ce que ça implique exactement? Comment est-ce qu'on arrive à la prise de décision? D'abord, il y a un signal d'alerte. Quelque chose ne va pas. Le KPI va passer sous un seuil critique ou au-dessus d'un seuil critique. À ce moment-là, il faut faire quelque chose. Typiquement, on regarde un chiffre d'affaires et on s'aperçoit que le chiffre d'affaires, non seulement il n'est pas au budget, mais il est en train de passer sous l'an dernier. Si ce n'était pas anticipé, c'est quand même un gros signal d'alarme. À ce moment-là, il faut mettre en place un diagnostic. Pourquoi ça ne va pas? Il y a une zone de tension, il faut l'analyser et il faut mettre en place une action corrective ou des actions correctives. On parlait d'un niveau de stock. Il va falloir comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on enregistre bien toutes les sorties de stock? Est-ce qu'on a des stocks qui sont dans un coin qu'on ne cherche pas à vendre? Dans ce cas, on peut lancer une action commerciale pour quitte à sacrifier un peu la marge, mais pour faire baisser ça. En termes industriels, on se rend compte qu'on a des retards de production, on se rend compte qu'on a des problèmes de qualité. Dès qu'on détecte que ça commence à dévier, hop, on analyse et on réfléchit à ce qu'on doit faire pour corriger le tir. Il faut aussi une bonne dose d'anticipation. Où va-t-on? On a dit qu'un KPI doit être lié à un objectif. La tendance du KPI, s'il est bien défini, c'est d'agir avant que le problème ne soit trop visible. Là, je vais vous parler là aussi d'un exemple très financier, mais c'est ce que je connais le mieux et c'est ce qui est assez parlant. Notamment au niveau des PME, vous avez des sociétés où on ne suit pas trop les résultats. On suit le chiffre d'affaires, on suit un peu la trésorerie sur les comptes bancaires et on attend que l'expert comptable revienne avec ses états financiers, compte de résultats, bilan. Donc, ça veut dire qu'entre mars et mai, vous saurez quel est le résultat que vous avez fait sur l'année d'avant. Est-ce que vous pensez que c'est satisfaisant en termes de pilotage? Ben non. Parce que si à un moment, votre chiffre d'affaires ne permet pas de couvrir vos charges, c'est intéressant de le savoir avant que l'exercice soit terminé pour pouvoir mettre en place des actions. Voilà. Et enfin, la question ultime, si ce chiffre change demain, qu'est-ce que je fais? Il faut que vous ayez une idée de l'impact que ce KPI va avoir, de ce que cet indicateur mesure. Si vous n'avez pas de réponse, si vous vous rendez compte qu'il ne vous sert à rien, bah, changez-le. Sortez-le ou changez-le ou faites quelque chose. Gardez à l'esprit que les KPI les plus puissants ne sont pas ceux qui décrivent le passé, ce sont ceux qui guident l'action future. D'accord? Si c'est juste pour réciter du passé, on s'en fout. Alors, une fois qu'on a parlé des bonnes pratiques, principale, premièrement, on l'a déjà mentionné, mais on le redit parce que c'est important, trop de KPIs. Quand tout est prioritaire, plus rien ne l'est. Vous l'avez tous vécu au quotidien. En général, 3 à 5 KPI clés par niveau de responsabilité, c'est très largement suffisant. Dans des cas complexes, quand on a affaire à des experts, on peut monter plus. On imagine bien, Stéphane, par exemple, sur un atelier de production industrielle, 3 à 5 KPI, c'est un petit peu vite. Il y a quand même beaucoup de choses à voir et je sais que tu en as beaucoup, beaucoup en réserve. Mais voilà. En général, surtout si vous commencez ou si vous remettez le système, commencez par un nombre de KPI mesurés que vous pouvez facilement gérer. Est-ce que les KPI sont alignés sur la stratégie? S'ils ne le sont pas, pas de résultat. Le risque là, c'est de suivre ce qui est facile à mesurer. Mais est-ce que c'est ça qui est pertinent? Pas forcément. Donc, il faut bien réfléchir quel est votre objectif et réfléchir ensuite sur comment le mesurer.
Vous pouvez adapter si effectivement vous avez un problème, vous n'arrivez pas à le faire, mais si vous suivez ce qui est facile à mesurer plutôt que ce que vous devez mesurer, vos décisions ne seront pas adaptées. La pertinence des données, voilà, je vous le disais, on part du principe on constate qu'un indicateur n'est pas fiable. À partir de ce moment-là, plus personne ne regarde d'autres indicateurs, plus personne n'écoute, chacun va faire ce qui lui paraît prioritaire, plus d'action concertée, c'est la bérésina. Et votre système perd en crédibilité et il va falloir passer du temps, investir, faire de la communication, de la pédagogie pour remettre en place un système de confiance. Pas de responsable désigné. Bon, aucune surveillance, aucune explication, pas de challenge, pas d'amélioration. Ça va dériver jusqu'au moment où il sera potentiellement trop tard pour relever la barre, ou en tout cas les conséquences seront compliquées. Des KPI figés dans le temps, votre stratégie évolue, votre marché évolue, vos clients évoluent, vos produits, vos services évoluent, vos équipes évoluent, les KPI doivent évoluer avec tout ça. Si vous avez toujours les mêmes KPI qu'il y a 3 ou 4 ans, faites un bon coup de dépoussiérage. Un mauvais système de KPI est souvent pire que pas de système du tout. Il donne une illusion de pilotage, sans en avoir la réalité. Bertha. Merci. Donc là, ce que j'ai voulu, c'est présenter quelques exemples concrets. Et comme nous avons un véritable expert production et logistique, qui est Stéphane, je vais lui laisser la main parce qu'il en parlera de manière beaucoup plus pédagogique que moi. Ouais, je vais faire rapide, mais c'est vrai que sur le périmètre production et logistique, on a 3 objectifs, on va dire, principaux. C'est de livrer le client de façon satisfaisante. Donc, en gros, il faut qu'il ait ses bonnes quantités au bon moment, au bon niveau de qualité et dans les bonnes quantités. Voilà. Donc, ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, il faut qu'on réalise ça en respectant des engagements de stock. Donc, évidemment, tout le monde comprend que c'est facile de livrer un client dans les temps si on a 1 an de stock. Dans les cas où on veut 0 stock, c'est plus compliqué. Et donc, le troisième élément, c'est de produire en respectant des contraintes de performance qui sont établies dans l'entreprise. Donc, pour répondre à ces 3 objectifs, généralement, on met en place des KPI qui sont souvent les mêmes. Donc, pour savoir si on livre bien le client, on utilise souvent, alors on dit taux de service client, on-time delivery. Donc, c'est celui que vous voyez au milieu du cadran KPI, là, taux de livraison à temps. Pour mesurer des stocks, là, on n'a pas imagé ça, mais on peut parler d'euros de stock, de taux de couverture, etc., etc. Et pour superviser la performance de production, on utilise un indicateur communément appelé TRS, donc taux de rendement synthétique. Et alors là, c'est assez drôle. C'est un TRS qui est relativement bien décrit dans les livres, hein, dans la documentation. Et pourtant, je connais pas une entreprise qui l'utilise de la même façon. Donc, quand Julie, tu dis qu'il faut bien savoir ce qui est à l'intérieur de chaque indicateur, celui-ci, c'est un bon exemple. Parce qu'en fait, c'est un indicateur qui est relativement complet. Il va mélanger un suivi de la disponibilité des machines. Donc, en gros, c'est comment on gère tous les arrêts qui peuvent être prévisibles ou subis. Ça mélange aussi des taux de qualité. Donc là, c'est comment on intègre la partie de rebut, de non-conformité des pièces. Et le taux de performance, on est plutôt sur un suivi de cadence. Voilà. Et la multiplication de ces trois métriques, en fait, constitue donc le TRS. Et bon, là, c'est pareil. Généralement, on aime bien le suivre le matin, hein, dans la routine qu'on peut appeler SQCDP. Donc ça, c'est une routine du matin où le chef d'équipe réunit ses troupes, fait l'état de ce qui s'est passé la veille, regarde un petit peu ce qui est l'objectif du jour et normalement doit réagir en fonction des problématiques rencontrées. En fonction de la maturité de l'entreprise sur la disponibilité de la donnée, etc., en fait, le matin, on n'a pas forcément un TRS complètement abouti. Donc, c'est dans ces cas-là où on va détourner un petit peu les KPI en métrique et on va plutôt regarder des heures produites,
un taux d'adhérence du planning, voilà, des choses comme ça qui vont quand même permettre de mesurer un état d'atelier, mais qui ne seront pas complètement connectés à un KPI qu'on pourra suivre à la semaine si ça demande un petit peu de temps pour le mettre en place. Voilà. Donc, c'est un petit peu toute cette gymnastique qu'on réalise pour suivre plutôt donc une performance en production et logistique. Bon, j'ai été vite, hein, Julie, mais voilà, c'était pour dire l'essentiel. Merci beaucoup, Stéphane. Bon, moi, personnellement, j'ai trouvé ça assez clair, mais peut-être qu'on a des questions de la part de nos invités qui ont moins l'habitude des environnements industriels ou qui ont vu des choses complètement différentes, qui ne préjugent rien de la qualité des indicateurs auxquels ils ont été confrontés ailleurs. Non? Bon. On va passer à d'autres exemples alors. Donc là, on est plutôt sur des exemples de ressources humaines. Donc, Cécile étant absente, je vais tenter de la remplacer, même si évidemment elle maîtrise beaucoup mieux que moi. En termes de ressources humaines, vous avez des métriques qui vont être des nombres de recrutement, des nombres d'absence, des listes des effectifs, des rémunérations, des niveaux de charges salariales. Une fois qu'on a retraité ça, qu'est-ce qu'on a comme indicateur de performance? On a des turnovers ou des taux de rotation sur des effectifs, c'est-à-dire qu'on embauche les gens, est-ce qu'on sait les garder? Vous entendez parler de tous les problèmes de recrutement aujourd'hui et surtout de fidélisation des gens. Typiquement, c'est un indicateur qui est clé dans beaucoup de sociétés aujourd'hui. Nombre d'embauches confirmées, c'est une fois que j'ai recruté quelqu'un, combien j'en garde à la fin de la période d'essai. Ça vous permet de juger de l'efficacité de votre processus de recrutement. Est-ce qu'on sait bien définir les bons profils qui vont s'adapter? Est-ce qu'on sait les accueillir? Est-ce qu'on sait les intégrer? Et leur confirmer qu'ils ont fait le bon plan en pariant sur nous. En termes d'absence, vous avez de l'absentéisme par équipe, vous avez le type d'absence, les arrêts maladie, les accidents de travail, les maladies professionnelles, vous avez le nombre, vous avez la durée. Faire parler ces données, c'est important parce que ça vous permet de travailler sur des dysfonctionnements. Bon, accident du travail, maladie professionnelle, typiquement, c'est pas des choses qui sont souhaitables. En général, on s'attend à ce que les collaborateurs repartent en bonne santé à la fin de la journée ou qu'au fil des années, ils n'aient pas de problème. Mais il y en a. Malheureusement, il y en a. Alors, un KPI, alors c'est un métrique, mais c'est aussi un KPI, par exemple, qu'on voit beaucoup en environnement industriel. Quand on rentre sur un site, c'est affiché en rouge sur un écran, c'est mis à jour tous les jours. C'est le nombre de jours sans accident du travail. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Alors, je ne sais pas comment ça se retranscrit dans des entreprises plus tech, il doit y en avoir. Nombre de jours où on n'a pas touché le baby-foot, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes parce que c'est la sécurité, Julie, c'est le premier point du matin en production. Hein. C'est un des premiers indicateurs qui sont supervisés aussi dans un environnement de production. Voilà. D'un point de vue humain, déjà, personne ne vient mettre sa vie en danger en venant travailler en règle générale. On mettra de côté les plongeurs en apnée profonde, ce genre de choses, parce que c'est quand même plus compliqué, mais c'est beaucoup plus rare. Et puis, si vous avez des gens qui n'ont pas accident de travail, qui n'ont pas de maladie professionnelle, qui n'ont pas d'arrêt maladie lié au travail, ça veut dire que vous avez des équipes qui sont en forme et qui sont plutôt disponibles pour travailler. C'est plutôt une bonne chose pour vous. Sur les effectifs, la rémunération, qu'est-ce qui va être intéressant? La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires, comment évolue la masse salariale? Vous avez la pyramide des âges, typiquement dans des activités où c'est un petit peu vieillissant, vous pouvez vous rendre compte que vous avez une grosse proportion de vos salariés qui arrivent à la retraite dans les 5 à 10 prochaines années. D'un point de vue RH, ça veut dire qu'il va y avoir un gros effort à fournir pour assurer la relève, faire entrer des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de rester et organiser la montée en compétences et la transmission de l'expérience. Pour ça, je renvoie à notre dernier webinaire présenté par Stéphane, qui était très très bien sur ce sujet notamment. Voilà, ce ne sont que des exemples, hein, mais ça vous donne une idée de ce qui peut être fait. Donc, dans les ressources humaines, on pilote l'engagement et la performance humaine, pas juste les effectifs. Côté finance, maintenant, en termes de KPI, on va regarder pas juste un chiffre d'affaires, mais on va regarder comment il évolue par rapport au budget, par rapport à l'année précédente. On va regarder les marges nettes, combien on dégage par type de produit, par client, par projet. Vous avez toujours la règle du 80-20 qui s'applique quand même de manière assez régulière, c'est-à-dire qu'on dit par exemple, vous faites 100% de votre chiffre d'affaires avec un peu plus de 100% de votre chiffre d'affaires ou de votre marge avec 80% de vos clients.
Les autres 20%, c'est ceux qui vous font perdre de l'argent. Donc, généralement, vous travaillez sur des sous-indicateurs qui vous permettent de comprendre si un client, si le client est un bon client avec lequel vous avez envie de continuer à travailler. Pas juste parce qu'il est sympathique, mais parce qu'il vous permet de gagner votre vie dans des conditions correctes. Sur la facturation, on va travailler donc sur les délais moyens d'encaissement, on en a parlé, mais on va travailler aussi de manière plus large sur le besoin au fonds de roulement, dans lequel on va regrouper à la fois les notions de stock, les notions de créance client et les notions de dette fournisseur. En gros, le besoin au fonds de roulement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de combien j'ai besoin de trésorerie ou de liquidité pour tenir entre le moment où je dois payer mes fournisseurs et mes salaires et toutes mes charges courantes et le moment où je vais me faire payer par mes clients. À part des domaines très particuliers comme la grande distribution, où les clients payent immédiatement et eux payent à 60, 90 jours, enfin normalement 60 jours maintenant, maximum, vous allez être payé par vos clients après avoir dû engager les frais pour produire ce que vous leur vendez, vos services, etc. Donc, ça demande un besoin de liquidité. Donc, c'est un ratio qui est extrêmement important. Typiquement, quand votre chiffre d'affaires est en train d'augmenter, vous avez généralement un BFR qui augmente. Donc, il faut s'assurer que l'augmentation du BFR soit en lien avec l'augmentation du chiffre d'affaires, que vous n'avez pas de décalage. Donc, vous avez 3 sous-indicateurs à suivre. Est-ce que je suis assez claire sur ce sujet? Très clair. Merci beaucoup. Et de la même manière, vous suivez par exemple les charges fixes en pourcentage du CA. Voilà. Le but, donc j'ai fait exprès de présenter ça comme ça, donc on démarre avec le chiffre d'affaires et le but pour un financier, c'est toujours de s'assurer quel est le cash flow dégagé. Le cash flow, c'est tout simplement l'excédent de trésorerie que vous dégagez. Si l'entreprise est rentable, si la trésorerie est saine, vous remplissez généralement une bonne partie de vos objectifs et c'est beaucoup plus intéressant que de simplement savoir si la trésorerie vend parce que Bertha est bien placée également pour le savoir. Un chiffre d'affaires ne garantit en rien une situation saine sur les soldes bancaires. Une situation de trésorerie future garantie, rassurante. Voilà. C'est un grand mystère. Hein. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, beaucoup chez dans les entrepreneurs, notamment en PME. Mais je ne comprends pas. J'ai un bon chiffre d'affaires, je suis en croissance. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de cash sur mes comptes bancaires? C'est vraiment une grosse problématique. Et des fois, des gens qui ont l'expérience. Hein. Et voilà, vous, le job des financiers, c'est d'expliquer comment on passe de l'un à l'autre, avec quelques étapes, comme vous l'aurez compris. Est-ce que parmi les participants, il y en a qui veulent soumettre des idées ou vous préférez qu'on fasse des questions-réponses un peu plus tard? Est-ce qu'il y en a qui veulent déjà participer, là, à ce stade? Je vous lis juste plus tard. Oh, pardon, vas-y, Lucie. Non, je disais plutôt plus tard, je crois, on attend les exemples. Bon, je vous laisse maturer encore un peu. On s'approche de la fin, donc on va terminer avec le prochain slide, qui sont les 5 idées principales à retenir. Un KPI n'est pas un métrique, c'est un indicateur stratégique lié à un objectif précis. Ouais, si vous n'avez pas d'objectif. Pardon? Je crois que Johan, il est au téléphone. Ah, d'accord. Pardon. C'est pour ça. Pas de souci. Donc voilà, si vous n'avez pas d'objectif en face d'un KPI, cherchez quelque chose qui soit en lien avec votre objectif. Un bon KPI doit être mesurable, actionnable et avoir un propriétaire. Moins de KPIs, mieux pilotés, valent toujours mieux que beaucoup d'indicateurs négligés, aussi sexy soit-il une fois bien présenté en tableau de bord. Un KPI qui ne génère pas de décision ne sert à rien. C'est aussi simple que cela. Un système de KPI doit vivre, évoluer et toujours rester simple. C'est comme un organisme vivant, en fait. Et donc, je vais revenir sur la citation de départ. On suit déjà 15 indicateurs, mais je ne sais toujours pas si mon entreprise va dans la bonne direction. Est-ce qu'aujourd'hui, après cette grosse demi-heure de présentation, vous avez déjà des idées pour définir et ou auditer vos propres indicateurs de performance ou ceux de vos clients? Non, pas spécialement. Si je peux me permettre, je posais la question, j'ai posé une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos business, vous avez mis en place des KPI? Donc plutôt des métriques. En fait, c'est ça. Hein. Des KPI, oui, régulièrement. Et est-ce que, alors je me permets de te tutoyer, mais est-ce que tu arrives à le suivre régulièrement Oui.
Oui, impérativement pour le coup. Moi, je suis dans les ressources humaines, donc masse salariale, c'est un gros sujet. Ouais. Il y en a d'autres, j'espère. Oui, après, pour toutes les qualifications RH, donc effectivement, on va suivre des pyramides, tout ce que vous avez cité tout à l'heure, hein, que ce soit le turnover, la pyramide des âges, après tout ce qui est en lien avec l'index égalité homme-femme, donc on a quand même pas mal de KPI là-dessus, quoi. En fait, Julie, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a pris un angle avec 3 exemples, mais normalement, une entreprise qui cartographie tous ses processus, elle a cette même démarche sur l'ensemble de ses processus. Donc, on en a certainement oublié là dans ce qu'on a présenté, mais voilà, c'est parce qu'on a voulu prendre des exemples un peu particuliers pour lancer la discussion. Il y a peut-être des personnes qui sont dans d'autres domaines qui ne se retrouvent pas forcément dans ce qu'on a dit ce matin, mais voilà, en qualité, en achat, enfin voilà, à chaque fois qu'il y a un processus qui existe, normalement, il y a des activités associées et des indicateurs ou des KPI de performance associés. Absolument, ça se décline en tout, en informatique, en hygiène et sécurité, en commercial, etc. L'idée, ce sera de compléter, avant de vous l'envoyer, la présentation avec plus de KPI. Là, on est vraiment resté sur quelques exemples assez significatifs de ce qu'on peut voir au quotidien. Et vous pouvez systématiquement inventer vos nouveaux KPI à partir du moment où ça répond à un besoin et un objectif précis. Et c'est vrai, ce que je peux dire aussi, c'est que plus on se rapproche du CODIR, plus les indicateurs ou les KPI sont macro, et plus on se rapproche du terrain, plus il faut des indicateurs qui soient compréhensibles par rapport à des activités qui sont réalisées. Donc parfois, un indicateur, il peut être défini différemment en fonction de l'action qu'on attend derrière. Voilà. Donc ça, c'est aussi important de s'adapter à la population, je veux dire, à qui on destine le KPI, quoi. Voilà. Je crois que Lucille, elle voulait intervenir. Ouais. Non, J'ai une question qui est pas directement liée à ce que vous disiez, mais qui rentre dans le processus de mise en place des KPI. Aujourd'hui, comment est-ce que vous faites, alors vous, Stéphane, Julie, Bertha, autres autour de la table, pour gérer les KPI contradictoires en fonction des équipes, puisque je pense que c'est un énorme sujet entre le dirigeant qui va aller chercher sa rentabilité à tout prix et sa partie événementielle, par exemple, qui va chercher la qualité de ses événements et le fait d'avoir quelque chose d'extrêmement carré et fonctionnel. Voilà. Vas-y, Stéphane. Vas-y. Ça démarre avant moi. En fait, moi, je traite souvent ce sujet de façon globale, justement, pour éviter ça, et souvent en essayant d'appliquer les principes de l'ISO, c'est-à-dire que en logistique et supply chain, d'une manière générale, on est toujours dans des contradictions entre taux de service client, BFR et performance de prod. En fait, il n'y a que des indicateurs qui sont contradictoires. Donc, l'idée, c'est de trouver le bon consensus, voilà, en fonction de la situation, du contexte. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Donc, plus tu le vois en globalité, en gros, le KPI doit servir la cause de l'entreprise et pas la cause d'un processus ou d'un service. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça, le principe de base, quoi. Oui, absolument. Je suis d'accord avec toi, Stéphane. Quand on arrive sur quelque chose de contradictoire, ce qu'il faut reprendre, c'est l'impact global. Et il y a une autre approche avec laquelle on peut croiser, c'est le ratio coût-bénéfice. Tu parlais d'indicateurs contradictoires tout à l'heure sur la production, Stéphane, c'est exactement ça. Si on veut 100% de satisfaction client, combien est-ce que ça coûte? On peut arriver à 80, 90, 95% assez facilement. Quel est le coût d'acquisition des quelques points de satisfaction client supplémentaires? Est-ce que la société peut se le permettre, tout simplement? C'est souvent la limite financière que nous, Bertha et moi, on met en disant oui, mais là, c'est pas possible. Et justement, est-ce que dans une équipe assez importante, hein, je ne parle pas de société où on est entre 5 et 10 salariés, mais plus importante que ça, est-ce que vous pensez qu'il est important que justement tout le monde soit au courant des KPI qui sont suivis par chacune des équipes ou des entités dans l'entreprise, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui doit être plutôt hiérarchique et en fait qui remonte simplement, mais que tout le monde n'a pas à connaître au sein de l'entreprise?
Moi, je suis dans un partage toujours dès l'instant où l'indicateur est compris. C'est ça le plus important. C'est exactement ça. Ouais. Tu as des C'est ça. incohérences des fois quand tu dis on a fait un excellent chiffre d'affaires ce mois, tout le monde traduit ça en disant rentabilité au rendez-vous. Alors que parfois, c'est complètement l'inverse. Tu peux être en accroissement tellement fort que tu bouges tout et au final, tu as une marge négative. Donc, il faut juste s'assurer que dans la compréhension de tous, l'indicateur, voilà, il est compris de la bonne manière. À partir de là, bah, au contraire, l'indicateur, il est quand même fait pour piloter de façon homogène l'ensemble des personnes. Et puis, si je Après, peux si je peux me me permettre, permettre, ça marche. ouais, Pardon, ouais, ça marche ouais, pas vraiment en ressources humaines pour le coup. Là-dessus, ouais, il y assez a un d'accord. niveau sous lequel on ne peut pas descendre, quoi. Et puis, Ah, et le- à l'inverse, Finalement, avec la transparence qui arrive, tous les chiffres qu'on essayait de cacher Dans tous les cas, il faudra garder une notion de confidentialité et que du coup, quand c'est mesurable et qu'on peut finalement se rendre compte de la rémunération d'une personne directement. Enfin, nous, on est dans un groupe, on est 3 sociétés entre 25 et 50 personnes et pour le coup, il y a vite des postes qui sont mesurables et on peut pas donner des informations, quoi. Mais sur des Bien sûr. éléments scénarios, sur des éléments, quel type Sur des éléments salariaux essentiellement, oui. après, c'est quoi l'objectif? En fait, Parce Lucille, que pour revenir la un peu. problématique, c'est que Ouais. ça va Après, poser un problème. Lucille, par rapport à ce que tu viens de dire, ce qui est important quand même, c'est quel est l'objectif? Parce qu'on voit quand même qu'il y a des indicateurs qui ne sont pas perçus de la même manière entre une équipe et une autre. On parle du chiffre d'affaires qui est un très bon exemple, hein. C'est-à-dire que pour l'équipe commerciale, c'est super, ils ont fait du chiffre. Pour le financier, il va tout de suite voir l'impact rentabilité. Pour l'équipe de production, c'est-à-dire plus de boulot pour lui à produire peut-être derrière. Pour la RH, c'est qu'est-ce que… En fait, moi, mon avis personnel, c'est qu'on pourrait passer sa vie à suivre des KPI. Et que moi, le sujet aujourd'hui, je pense que c'est de quelle est la vision. Moi, je pense qu'on parle beaucoup en ce moment en tant qu'indicateur, mais je pense qu'on en oublie un point crucial, c'est quelle est la vision de l'entreprise, où l'entreprise veut aller. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on se cache, c'est un avis personnel, hein, derrière beaucoup d'indicateurs, mais en fait, on en oublie où le dirigeant, il veut nous emmener où? Quel est le sens que j'apporte à mon travail? Ça, c'est des choses que tu ne peux pas forcément mesurer tout le temps dans des chiffres, on va dire, ça ne se traduit pas. Et là, je reviens, c'est Léna peut-être, ou Lène, je ne sais pas ton prénom. Lénie, pardon. Qui vient de parler de ces indicateurs RH. Peut-être à force de mettre trop de transparence, on en oublie quel est l'objectif de tout ça, en fait. Il y a des indicateurs RH qui n'ont rien à voir avec l'objectif global pour une activité. Je pense qu'il faut reprendre l'essence de l'entreprise. Oui, puis il ne faut pas oublier que la direction ne va pas toujours dans le sens des salariés aussi et qu'il y a des choses, des décisions qui se prennent sur des indicateurs qu'on ne peut pas communiquer. Sinon, on va perdre en confiance, en motivation. Et en même temps, le dirigeant, il a des obligations aussi financières, c'est sa priorité. Et donc, on ne peut pas tout communiquer, je pense. Alors moi, mes actions, elles vont exactement dans le sens inverse, hein. Voilà, pour moi, on essaye d'aligner tout le monde, on essaye de responsabiliser tout le monde. Plus le partage existe au départ, plus on arrive à emmener une équipe dans la même direction. Moi, j'ai été dans des grands groupes aussi où les indicateurs étaient contradictoires, où chacun gardait ça de son côté. Enfin voilà, et au final, est-ce que ça marchait bien? Non. Après, je comprends ce que vous dites, hein, mais moi, dans mon idée, les KPI à partager, évidemment, souvent, ce qu'on associe à l'établissement d'un KPI, c'est souvent un RACI. Donc, on va se poser la question de savoir qui est garant de l'indicateur, à qui il faut le communiquer, qui doit l'utiliser. Enfin, voilà, ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Donc, si dans le lot, il y en a un ou deux qu'il ne faut pas présenter parce qu'ils sont spécifiques à un service, vous le définissez comme ça. Mais quand même, si on veut embarquer l'entreprise dans un mode de fonctionnement, on va dire cohérent, le mieux, c'est quand même de partager l'information auprès de tout le monde. Après, je pense que je veux dire, à condition aussi d'avoir les mêmes compréhensions, parce que je veux bien qu'on soit transparent, mais nous, il y a des indicateurs qui ne seraient pas compris par une population ouvrière, qui seraient déformés, mal vécus ou amplifiés. Je suis d'accord sur le principe, sur des niveaux de compétences égales. Je suis sceptique sur d'autres voies. Je pense qu'on peut conclure, c'est une discussion très intéressante. Le KPI ne remplacera jamais le management. Et la pédagogie.
C'est-à-dire qu'une direction, des opérateurs, des cadres, voilà, et tous ces gens-là constituent les ressources de l'entreprise. Le management, c'est une chose, et puis la façon dont on mesure le quotidien, c'en est une autre. Mais si effectivement on a des problèmes de management dans l'entreprise, ce n'est pas l'indicateur qui va régler ces problèmes-là. Enfin, voilà, ça met qu'en valeur le fonctionnement de l'entreprise. Après, la prise de décision, la mise en action, le choix des priorités, ça reste des décisions de personnes. Ouais, moi, j'ai envie de dire en synthèse, en fait, l'idée, c'est que chacun ait accès aux KPI importants à son activité, son équipe, son département, qu'on soit capable de partager les KPI des autres quand c'est nécessaire pour réconcilier justement des contraintes, des objectifs contradictoires. Il peut y avoir des KPI confidentiels, je suis d'accord. J'ai l'impression, quand on est transparent, un certain nombre d'indicateurs considérés comme confidentiels dans d'autres environnements, en fait, il y a des décisions qui passent mieux, mais ça dépend aussi évidemment des populations. Donc, en fait, il faut faire preuve d'un peu d'intelligence. Il n'y a pas de règles brutes. Alors, vous avez des critères qui ont été mentionnés dans la présentation, mais la priorité, c'est justement la discussion, la prise de recul, l'intelligence. C'est pour ça qu'un indicateur, c'est un outil au service de. C'est clair. Ce n'est pas l'étape de la loi. Mais de toute façon, je pense que vous avez été complet dans le sens de dire qu'effectivement, l'indicateur, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, y compris la communication. Alors, il y a le début, il y a tout un process pour le mettre en place et jusqu'à où on va dans la communication. Et que c'est d'ailleurs pour ça que ce sujet est très intéressant parce qu'il est touchy et qu'il faut vraiment tout analyser avant de le dérouler, quoi. C'est clair. Exactement. Bien résumé. Merci, Lénie. Ouais, merci. C'est exactement ça. Tu me confirmes, Julie, qu'il n'y avait pas de slide après celle-là, hein? C'est la dernière. Je te le confirme. Ok. Bertha. S'il y en avait une autre. Ouais, c'est pour ça que je vois qu'il y a une suite, mais. Oui, non, mais c'était pas. Ouais, ok. C'est pour ça. Voilà, j'ouvrais sur la possibilité de parler des tableaux de bord si jamais on s'aperçoit un jour qu'il y a un besoin. Parce que c'est bien de faire des qualités et après, il faut les présenter. Voilà. Merci pour les questions et les échanges. C'est ce qui rend riche ces webinaires. Donc, merci beaucoup pour vos interventions. Merci à vous. Merci vraiment pour votre participation. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous pour ce webinaire. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Est-ce que je vous garde, Julie et Stéphane? Ne bougez pas. Je vais peut-être couper le. Oui, s'il te plaît, avant que je m'écroule.